vagabonds. Coq dit à Poule: « Voici la saison de noix. Il faut aller sur la côte avant que l'écureuil les ait toutes récoltées. »« Bonne idée, répondit Poule. Partons, nous allons bien nous divertir. » Ils allèrent ensemble sur la côte et y restèrent jusqu'au soir. Alors, soit par vanité, soit parce qu'ils avaient trop mangé, ils ne voulurent pas retourner à pied chez eux, et le coq fut obligé de fabriquer une petite voiture avec des coquilles de noix. Quand elle fut prête, la poule monta dedans et dit au coq de s'atteler au timon. « Et pour qui me prends-tu » répondit le coq. « J'aimerais mieux m'en retourner à pied que de m'atteler comme un cheval. Non, cela n'est pas dans nos conventions. Je veux bien être cocher et m'asseoir sur le siège, mais traîner moi-même la voiture, c'est ce que je ne ferai pas. » Comme ils se disputaient ainsi, une cane se mit à crier. « Hé, voleur, qui vous a permis de venir sous mes noyers ? Attendez, je vais vous arranger !» Et elle se précipita, le bec ouvert, sur le coq. Mais celui-ci, prompt à la riposte, frappa la canne en plein corps et lui laboura si bien les chairs à coups d'ergot qu'elle demanda grâce et se laissa atteler à la voiture en punition de son attaque. Le coq s'assit sur le siège pour conduire l'équipage, et il le lança à fond de train en criant « Au galop, canne, au galop !» Comme ils avaient déjà fait un bout de route, ils rencontrèrent deux voyageurs qui cheminaient à pied. C'était une épingle et une aiguille qui crièrent « Halte, halte !» Bientôt, dirent-ils, il ferait nuit noire, ils ne pouvaient plus avancer. Le chemin était plein de boue. Ils s'étaient attardés à boire de la bière devant la porte, à l'auberge du tailleur. Finalement, ils prièrent qu'on leur permît de monter dans la voiture. Le coq, vu la maigreur des nouveaux venus et le peu de place qu'ils tiendraient, consentit à les recevoir, à condition qu'ils ne marcheraient sur les pieds de personne. Fort tard dans la soirée, ils arrivèrent à une auberge, et comme ils ne voulaient pas se risquer de nuit sur la route, et que la canne était fatiguée, ils se décidèrent à entrer. L'hôte fit d'abord des difficultés. Sa maison était déjà pleine, et les nouveaux voyageurs ne lui paraissaient pas d'une condition très élevée. Mais enfin, vaincus par leurs belles paroles, par la promesse qu'on lui fit de lui abandonner l'œuf que la poule venait de pondre en route, et de lui laisser la canne qui en pondait un tous les jours, il voulut bien les recevoir pour la nuit. Ils se firent servir du meilleur et passèrent la soirée à faire bombance. Le lendemain matin, à la pointe du petit jour, quand tout le monde dormait encore, le coq réveilla la poule et, piquant l'œuf à coups de bec, ils l'avalèrent tous deux et en jetèrent la coquille dans la cheminée. Ils allèrent ensuite prendre l'aiguille qui dormait encore et, la saisissant par la tête, ils la plantèrent dans le fauteuil de l'hôte, ainsi que l'épingle dans sa serviette. Puis ils prirent leur vol par la fenêtre. La canne, qui couchait volontiers à la belle étoile et qui était restée dans la cour, se leva en les entendant passer et, entrant dans un ruisseau qui coulait au pied du mur, elle le descendit plus vite qu'elle n'avait couru la poste la veille. 2 heures plus tard, l'hôte sortit du lit, et après s'être lavé la figure, il prit la serviette pour s'essuyer, mais l'épingle lui égratigna le visage et lui fit une grande balafre rouge qui allait d'une oreille à l'autre. Il descendit à la cuisine pour allumer sa pipe, mais en soufflant sur le feu, les débris de la coquille de l'œuf lui sautèrent dans les yeux. « Tout conspire contre moi ce matin », se dit-il. Et dans son chagrin, il se laissa tomber dans son grand fauteuil. Mais il se releva bientôt en poussant des cris, car l'aiguille avait solidement piqué et non pas à la tête. Ce dernier accident acheva de l'exaspérer. Ses soupçons tombèrent tout de suite sur les voyageurs qu'il avait reçus la veille au soir. Et en effet, quand il alla pour voir ce qu'ils étaient devenus, il les trouva décampés. Alors il jura bien qu'à l'avenir, il ne recevrait plus dans sa maison de ces vagabonds qui font beaucoup de dépenses, ne payent pas, et pour tout merci, vous jouent quelques méchants tours. Le jeune géant. Un paysan avait un fils qui n'était pas plus gros que le pouce. Il ne grandissait nullement, et en plusieurs années, sa taille ne s'accrut pas d'un cheveu. Un jour que le père allait au champ labourer, le petit lui dit « Père, je veux sortir avec toi. »« Sortir avec moi ?» dit le père. « Reste donc ici, tu ne ferais que nous gêner dehors, et de plus, on pourrait bien te perdre. » Mais le petit nain se mit à pleurer, et pour avoir la paix, son père le prit dans sa poche et l'emmena avec lui. Quand on fut arrivé sur la pièce de labour, il l'assit au bord d'un sillon fraîchement ouvert.
Comme ils étaient là, parut un grand géant qui venait de l'autre côté des monts. « Vois-tu le grand croque-mitaine » dit le père qui voulait faire peur à son fils afin de le rendre plus obéissant. « Il vient pour te prendre. » Mais le géant, qui avait entendu cela, arriva en 2 pas au sillon, prit le petit nain et l'emporta sans dire un mot. Le père, muet de frayeur, n'eut pas même la force de pousser un cri. Il crut son enfant perdu et n'espéra pas le revoir jamais. Le géant l'avait emmené chez lui. Il y allaita lui-même, et le petit nain prit tout à coup sa croissance. Il grandit et devint fort à la manière des géants. Au bout de 2 ans, le géant alla avec lui dans le bois, et pour l'éprouver, lui dit « Cueille-toi une baguette ». Le garçon était déjà si fort qu'il arracha de terre un jeune arbre avec ses racines. Mais le géant jugea qu'il avait encore des progrès à faire, et le remmenant avec lui, il l'allaita encore pendant 2 ans. Au bout de ce temps, sa force avait tellement augmenté qu'il arrachait de terre un vieil arbre. Ce n'était pas assez pour le géant. Il l'allaita encore pendant 2 autres années, au bout desquelles il alla au bois avec lui et lui dit « Cueille-toi un bâton de grosseur raisonnable. » Le jeune homme arracha de terre le plus gros chêne de la forêt, qui fit entendre d'horribles craquements, et un tel effort n'était qu'un jeu pour lui. « C'est bien, dit le géant, ton éducation est faite. » Et il le ramena sur la pièce de terre où il l'avait pris. Son père était occupé à labourer, quand le jeune géant l'aborda et lui dit « Eh bien, mon père, votre fils est devenu un homme. » Le paysan effrayé s'écria « Non, tu n'es pas mon fils, je ne veux pas de toi, va-t'en. »« Oui, je suis votre fils. Laissez-moi travailler à votre place, je labourerai aussi bien et mieux que vous. »« Non, non, tu n'es pas mon fils, et tu ne sais pas labourer, va-t'en. » Mais comme il avait peur du colosse, il quitta sa charrue et se tint à distance. Alors le jeune homme, saisissant l'instrument d'une seule main, appuya dessus avec une telle force que le soc s'enfonça profondément en terre. Le paysan ne put s'empêcher de lui crier « Si tu veux labourer, il ne faut pas enfoncer si avant, cela fait un mauvais travail. » Alors le jeune homme détela les chevaux et s'attela lui-même à la charrue en disant à son père « Allez à la maison et recommandez à ma mère de m'apprêter un dîner copieux. Pendant ce temps-là, je vais achever de labourer cette pièce. » Le paysan, de retour chez lui, transmit la recommandation à sa femme. Quant au jeune homme, il laboura le champ, qui avait bien 4 arpents, à lui tout seul. Et ensuite il le herça, entraînant 2 herses à la fois. Quand il eut fini, il alla au bois, arracha 2 chênes qu'il mit sur ses épaules, et suspendant à l'un les 2 herses et à l'autre les 2 chevaux, il emporta le tout chez ses parents aussi aisément qu'une botte de paille. Lorsqu'il fut entré dans la cour, sa mère, qui ne le reconnaissait pas, s'écria « Quel est cet affreux géant ?»« C'est notre fils, dit le paysan. »« Non, dit-elle, notre fils n'est plus. Nous n'en avons jamais eu un si grand. Il était tout petit. » Et s'adressant à lui encore une fois, « Va-t'en, cria-t-elle, nous ne voulons pas de toi. » Le jeune homme ne disait pas un mot. Il mit ses chevaux à l'écurie, leur donna du foin et de l'avoine et fit pour eux tout ce qu'il fallait. Puis, quand il eut fini, il entra dans la chambre et s'asseyant sur un banc, « Mère, dit-il, j'ai faim. Le dîner est-il prêt ?»« Oui, répondit-elle, en mettant devant lui 2 grands plats tout pleins, qui auraient suffi à les nourrir pendant 8 jours, elle et son mari. Le jeune homme eut bientôt tout mangé, et il demanda s'il n'y en avait pas encore. « Non, c'est tout ce que nous avons. »« C'était pour me mettre en appétit, il me faut autre chose. » Elle n'osa pas lui résister et mit au feu une grande marmite pleine de lard qu'elle servit dès qu'il fut cuit. « À la bonne heure, dit-il, voilà une bouchée à manger. » Et il avala tout, sans que sa faim en fût apaisée. Alors il dit à son père, « Je vois bien qu'il n'y a pas chez vous de quoi me nourrir. Procurez-moi seulement une barre de fer assez forte pour que je ne la brise pas sur mon genou, et je m'en irai courir le monde. » Le paysan était ravi. Il attela ses 2 chevaux à sa charrette et rapporta de chez le forgeron une barre de fer si grande et si épaisse que c'était tout ce que les chevaux pouvaient porter. Le jeune homme la prit et ratch, il la brisa sur son genou comme un fétu de paille et jeta des morceaux de côté. Le père attela 4 chevaux et rapporta une autre barre de fer qu'ils avaient peine à traîner. Mais son fils la brisa encore sur son genou en disant « Celle-ci ne vaut rien encore. Allez m'en chercher une plus forte. »
Enfin, le père mit 8 chevaux et en rapporta une que l'attelage transportait à peine. Quand le fils le prit dans sa main, il en cassa un petit bout à l'extrémité et dit à son père : « Je vois bien que vous ne pouvez pas me procurer une barre de fer comme il m'en faut. Je m'en vais de chez vous. » Pour courir le monde, il se fit compagnon forgeron. Il arriva dans un village où il y avait un forgeron avare, ne donnant jamais rien à personne et voulant toujours tout garder pour lui tout seul. Il se présenta dans sa forge et lui demanda de l'ouvrage. Le maître était ravi de voir un homme si vigoureux, content qu'il donnerait un bon coup de marteau et gagnerait bien son argent. « Combien veux-tu de gages » lui demanda-t-il. « Rien, » répondit le garçon. « Seulement, à chaque quinzaine, quand on paiera les autres, je veux te donner 2 coups de poing que tu seras obligé de recevoir. » L'avare était enchanté du marché, qui épargnait son argent. Le lendemain, ce fut au compagnon étranger à donner le premier coup de marteau. Quand le maître eut apporté la barre de fer rouge, il frappa un tel coup que le fer s'écrasa et s'éparpilla. Et l'enclume en fut enfoncée en terre si profondément qu'on ne put jamais la retirer. Le maître, en colère, lui dit : « Tu ne peux pas faire mon affaire, tu frappes trop fort. Que veux-tu que je te paye pour l'unique coup de marteau que tu as donné ? » ?»« Je ne veux que te donner un petit coup, pas davantage. » Et il lui donna un coup de pied qui le fit sauter par-dessus 4 voitures de foin. Puis il chercha la plus grosse barre de fer qu'il put trouver dans la forge, et la prenant à sa main comme un bâton, il continua sa route. Un peu plus loin, il arriva à une ferme et demanda au fermier s'il n'avait pas besoin d'un maître valet. « Oui, » dit le fermier, « il m'en manque un. Tu m'as l'air d'un vigoureux gaillard qui entend déjà la besogne, mais combien veux-tu de gages ?» Il répondit qu'il ne demandait pas de gages, mais le pouvoir de donner tous les ans au fermier 3 coups que celui-ci s'engagerait à recevoir. Le fermier fut ravi de ce marché, car c'était encore un avaricieux. Le lendemain matin, il fallait aller chercher du bois dans la forêt. Les autres valets étaient déjà debout, mais notre jeune homme était encore couché dans son lit. Un d'eux lui cria : « Lève-toi, il est temps, nous allons au bois, il faut que tu viennes avec nous. »« Allez devant, » répondit-il brusquement, « je serai encore de retour avant vous. » Les autres allèrent trouver le fermier et lui racontèrent que son maître valet était encore couché et ne voulait pas les suivre au bois. Le fermier leur dit d'aller l'éveiller encore une fois et de lui donner l'ordre d'atteler les chevaux. Mais le maître valet répondit de nouveau : « Allez devant, je serai de retour avant vous. » Il resta couché encore 2 heures. Au bout de ce temps, il se leva, alla cueillir 2 boisseaux de pois et s'en fit une bonne bouillie qu'il mangea paisiblement. Après quoi, il attela les chevaux pour conduire la charrette au bois. Pour arriver à la forêt, il fallait prendre un chemin creux. Il y fit d'abord passer sa charrette, puis, arrêtant les chevaux, il revint par derrière et boucha la route avec un abatis d'arbres et de broussailles, si bien qu'il n'y avait plus moyen de passer. Quand il entra dans la forêt, les autres s'en retournaient avec leurs charrettes chargées. Il leur dit : « Allez, allez toujours, je serai à la maison avant vous. » Et, sans pousser plus loin, il se contenta d'arracher 2 arbres énormes qu'il jeta sur sa charrette, puis il prit le chemin du retour. Quand il arriva devant l'abatis qu'il avait préparé, les autres y étaient arrêtés et ne pouvaient pas passer. « Eh bien, leur dit-il, si vous étiez restés comme moi ce matin, vous auriez dormi 1 heure de plus, et vous n'en seriez pas rentrés plus tard ce soir. » Et comme ses chevaux ne pouvaient plus avancer, il les détela, les mit sur une charrette, et prenant lui-même le timon à la main, il entraîna tout cela comme une poignée de plumes. Quand il fut de l'autre côté, « Vous voyez, dit-il aux autres, que je m'en tire plus vite que vous. » Et il continua son chemin sans les attendre. Arrivé dans la cour, il prit un arbre dans sa main et le montra au fermier en disant : « N'est-ce pas une jolie bûche ?» Le fermier dit à sa femme : « C'est un bon serviteur. S'il se lève plus tard que les autres, il est de retour avant eux. » Il servit le fermier pendant 1 an. Quand l'année fut expirée et que les autres valets reçurent leurs gages, il demanda aussi à se payer des siens. Mais le fermier, terrifié de la perspective des coups à recevoir, le pria instamment de lui en faire la remise, lui déclarant qu'il aimerait mieux devenir lui-même son valet et le faire fermier à sa place. « Non, » répondit-il, « je ne veux pas être fermier. Je suis maître valet et je veux rester tel. Mais ce qui a été convenu doit être exécuté. » Le fermier offrit de lui donner tout ce qu'il demanderait, mais ce fut en vain. Il répondit toujours :
Non. Le fermier, ne sachant plus à quel saint se vouer, réclama un répit de 15 jours pour chercher quelque échappatoire. L'autre y consentit. Alors le fermier rassembla tous ces gens et leur demanda conseil. Après y avoir longuement réfléchi, ils répondirent qu'avec un tel maître valet, personne n'était sûr de sa vie et qu'il tuerait un homme comme une mouche. Ils étaient donc d'avis qu'il fallait le faire descendre dans le puits sous prétexte de le nettoyer, et une fois qu'il serait en bas, lui jeter sur la tête des meules de moulin qui étaient déposées près de là, de façon à le tuer sur la place. Le conseil plut au fermier, et le maître valet s'apprêta à descendre dans le puits. Quand il fut au fond, ils lui jetèrent des meules énormes, et il lui croyait la tête écrasée. Mais il cria d'en bas. « Chassez les poules de là-haut, elles grattent dans le sable et m'envoient des grains dans les yeux, j'en suis aveuglé. » Le fermier fit « Chou, chou !» comme s'il avait chassé les poules. Quand le maître valet eut fini, et qu'il fut remonté, « Voyez, dit-il, mon beau cellier. » C'était la plus grande des meules qu'il avait autour du cou. Le maître valet exigeait toujours ses gages, mais le fermier lui demanda encore 15 jours de réflexion. Ces gens lui conseillèrent d'envoyer le jeune homme au moulin enchanté pour y faire moudre son grain pendant la nuit. Personne n'en était encore sorti vivant le lendemain. Cet avis plut au fermier, et à l'instant même il commanda à son valet de porter 8 boisseaux de blé au moulin et de les faire moudre pendant la nuit, parce qu'on en avait besoin tout de suite. Le valet mit 2 boisseaux de blé dans sa poche droite, 2 dans sa poche gauche, en chargea 4 dans un bissac, 2 par devant et 2 par derrière, et ainsi lesté, il se rendit au moulin. Le meunier lui dit qu'on pouvait bien moudre pendant le jour, mais non pendant la nuit, et que ceux qui s'y étaient risqués avaient tous été trouvés morts le lendemain. « Je n'y mourrai pas, moi, répondit-il. Allez vous coucher et dormez sur les 2 oreilles. » Et, entrant dans le moulin, il engrena son blé, comme s'il ne se fût agi de rien. Vers 11 heures du soir, il entra dans le bureau du meunier et s'assit sur le banc. Mais au bout d'un instant, la porte s'ouvrit d'elle-même et il vit entrer une grande table sur laquelle se posèrent tout seuls des plats et des bouteilles remplis d'excellentes choses, sans qu'il parût personne pour les apporter. Les tabourets se rangèrent aussi autour de la table, toujours sans que personne apparût. Mais à la fin, le jeune homme vit des doigts, sans rien de plus, qui chargeaient les assiettes et s'escrimaient dessus avec les fourchettes et les couteaux. Comme il avait faim et que les plats fumaient, il se mit aussi à table et mangea avec appétit. Quand il eut fini de souper et que les plats vides annoncèrent que les invisibles avaient fini également, il entendit distinctement qu'on soufflait les lumières, et elles s'éteignirent toutes à la fois. Alors, dans l'obscurité, il sentit sur sa joue quelque chose comme un soufflet. « Si l'on recommence, dit-il tout haut, je m'y mets aussi. » Il en reçut cependant un second, et alors il riposta. Les soufflets donnés et rendus continuèrent toute la nuit, et le jeune géant ne s'épargna pas à ce jeu. Au point du jour, tout cessa. Le meunier arriva et s'étonna de le trouver encore en vie. « Je me suis régalé, lui dit le jeune géant. J'ai reçu des soufflets, mais je les ai bien rendus. » Le meunier était plein de joie, car son moulin était délivré. Il voulait donner au géant beaucoup d'argent pour le remercier. « De l'argent ?» dit celui-ci. « Je n'en veux pas, j'en ai plus qu'il ne m'en faut. » Et, prenant ses sacs de farine sur son dos, il retourna à la ferme et déclara au fermier que sa commission était finie et qu'il voulait ses gages. Le fermier était bien effrayé. Il ne pouvait tenir en place. Il allait et venait dans la chambre et les gouttes de sueur lui tombaient du front. Pour aspirer un peu, il ouvrit la fenêtre. Mais avant qu'il eût le temps de se méfier, le maître valet lui donna un coup qui l'envoya par la fenêtre dans les airs, où il monta toujours jusqu'à ce qu'on le perdît de vue. Alors, le maître valet dit à la fermière : « À votre tour, le second coup sera pour vous. »« Non, non, s'écria-t-elle, on ne frappe pas les femmes. » Et elle ouvrit l'autre fenêtre, car la sueur lui coulait aussi du front. Mais le coup qu'elle reçut l'envoya dans les airs encore plus haut que son mari, parce qu'elle était plus légère. Son mari lui criait : « Viens avec moi !» Et elle lui répondait : « Viens avec moi, toi, je ne peux pas y aller, moi !» Et ils continuèrent à flotter dans l'air, sans parvenir à se rejoindre. Et peut-être y flottent-ils encore. Quant au jeune géant, il prit sa barre de fer et se remit en route. Monsieur Pointu.
Monsieur Pointu était un petit homme maigre et actif, qui ne se donnait pas un instant de repos. Un nez retroussé faisait seul saillie sur son visage pâle et criblé par la petite vérole. Ses cheveux étaient gris et hérissés. Ses petits yeux lançaient toujours des éclairs à droite et à gauche. Il remarquait tout, critiquait tout, savait tout mieux que personne et avait toujours raison. En passant dans les rues, il agitait les bras avec tant d'ardeur qu'un jour, il attrapa un seau d'eau qu'une jeune fille portait et le fit sauter en l'air, si bien qu'il en fut tout inondé. « Petite sotte !» lui cria-t-il en se secouant. « Ne pouvais-tu pas voir que je venais derrière toi ?» De son état, il était cordonnier, et quand il travaillait, il tirait le lignol avec une telle violence qu'il envoyait à ceux qui ne se tenaient pas à distance honnête de grands coups de poing dans les côtes. Aucun ouvrier ne pouvait rester plus d'1 mois chez lui, parce qu'il trouvait toujours à redire à l'ouvrage le mieux fait. C'étaient des points de couture inégaux, un soulier plus long ou un talon plus haut que l'autre, ou bien c'était le cuir qui n'avait pas été assez battu. « Attends, disait-il à l'apprenti, je vais t'apprendre comment on assouplit la peau. » Et il lui administrait sur le dos 2 coups de tire-pied. Il appelait tous ces gens paresseux, et cependant lui-même ne faisait pas grande besogne, car il ne tenait pas 2 minutes en place. Si sa femme s'était levée matin et avait allumé le feu, il sautait du lit et courait nu-pieds dans la cuisine. « Veux-tu donc brûler la maison ?» lui criait-il. « Voilà un feu à rôtir un bœuf, on dirait que le bois ne coûte rien. » Si les servantes, occupées à laver, riaient ensemble autour de la cuve en se racontant les nouvelles, il les tensait d'importance. « Les voilà parties, les sottes aux oies. Elles font aller leur bec et pour le caquet, elles oublient leur ouvrage. Et le savon, que devient-il dans l'eau? Gaspillage et paresse. Elles épargnent leurs mains et se dispensent de frotter le linge. » Et dans sa colère, il trébuchait contre un seau plein de lessive et la cuisine en était inondée. On bâtissait une maison neuve en face de chez lui. De sa fenêtre, il surveillait les travaux. « Ils emploient du sable rouge, qui ne séchera pas, » s'écriait-il. « On ne se portera jamais bien dans cette maison-là. Voyez comme les maçons posent leurs pierres de travers. Le mortier ne vaut rien, c'est du gravier, non du sable qu'il faut. Je vivrai assez pour voir cette maison-là tomber sur la tête de ses habitants. » Il faisait par là-dessus 2 points à son ouvrage, mais tout à coup, il se levait encore et ôtait précipitamment son tablier de cuir en disant « Il faut absolument que j'aille leur dire leur fait. » Il tombait sur les charpentiers. « Qu'est-ce que cela veut dire? Rien n'est d'aplomb dans votre charpente. Est-ce que vous croyez que ces solives-là tiendront? Tout se détraquera d'un moment à l'autre. » Il a pris une hache entre les mains d'un charpentier et veut lui montrer comment on doit s'y prendre, quand une voiture chargée de terre glaise vient à passer. Il jette là la hache pour courir après le charretier. « Êtes-vous fou ?» lui crie-t-il. « Y a-t-il du bon sens d'atteler de jeunes chevaux à une voiture surchargée comme celle-ci? Les pauvres bêtes vont crever sur place. » Le charretier ne lui répond pas. Monsieur Pointu rentre tout en colère dans sa boutique. Comme il va se rasseoir, son apprenti lui présente un soulier. « Qu'est-ce encore que cela ?» lui crie-t-il. « Ne t'ai-je pas défendu de découper les souliers si bas? Qui est-ce qui achètera une pareille chaussure? Ce n'est plus qu'une semelle. J'entends que mes ordres soient exécutés à la lettre. »« Monsieur, répond l'apprenti, vous avez raison sans doute. Ce soulier ne vaut rien, mais c'est celui que vous venez de tailler et de coudre vous-même. Vous l'avez fait tomber tout à l'heure en vous levant et je n'y ai touché que pour le ramasser. Mais un ange du ciel ne parviendrait pas à vous satisfaire. » Monsieur Pointu rêva une nuit qu'il était mort et sur la route du paradis. En arrivant à la porte, il frappa et Saint-Pierre ouvrit pour voir qui était là. « Ah, c'est vous, dit-il, monsieur Pointu. Je vais vous faire entrer. Mais je vous en avertis, ne critiquez rien de ce que vous verrez dans le ciel, autrement il vous arriverait malheur. »« Vous auriez pu vous dispenser de cet avertissement, répliqua monsieur Pointu. Je connais les convenances, et Dieu merci, tout est parfait ici. Ce n'est pas comme sur la terre. » Il entra donc et se mit à parcourir les vastes espaces du ciel. Il regardait de tous côtés, à droite et à gauche, mais il ne pouvait, de temps en temps, s'empêcher de hocher la tête et de grommeler entre ses dents. Il aperçut enfin 2 anges qui portaient une grosse pièce de bois. C'était une poutre qu'un homme avait eue dans l'œil pendant qu'il cherchait une paille dans celui de son voisin. Mais les anges, au lieu de la porter dans sa longueur, la tenaient de côté. « A-t-on jamais vu pareille maladresse ?» pensa monsieur Pointu. Cependant, il se tut et s'apaisa en se disant « Au fond, c'est tout un.
qu'on porte la poutre droit devant soi ou de côté, pourvu qu'on arrive sans encombre. Et en vérité, je vois qu'il ne heurte nulle part. Plus loin, il vit 2 anges qui puisaient de l'eau dans un seau percé et fuyant de tous les côtés. Ils faisaient ainsi de la pluie pour arroser la terre. « Par tous les diables !» s'écria-t-il. Mais il s'arrêta heureusement en réfléchissant que c'était probablement un jeu. « Pour se distraire, disait-il en lui-même, on peut bien faire des choses inutiles, surtout ici, où je vois bien que la paresse règne sans partage. » Plus loin encore, il vit une voiture embourbée dans un trou profond. « Ce n'est pas étonnant, dit-il à l'homme qui était auprès. Elle est si mal chargée. Qu'est-ce que vous portez là ?»« De bonnes pensées. Je n'ai pas pu les amener à bien, mais heureusement j'ai fait monter ma voiture jusqu'ici. On ne m'y laissera pas dans l'embarras. » En effet, il vint un ange qui attela 2 chevaux devant la voiture. « Très bien, dit M. Pointu, mais 2 chevaux ne suffiront pas, il en faudrait au moins 4. » Un autre ange arriva avec 2 autres chevaux, mais au lieu de les atteler aussi par devant, il les attela par derrière. Cette fois, c'était trop fort pour M. Pointu. « Tête bleue !» s'écria-t-il. « Que fais-tu là? A-t-on jamais vu atteler ainsi, depuis que le monde est monde? Mais, dans leur aveugle orgueil, ils croient tout savoir mieux que les autres. » Il allait continuer, mais un des célestes habitants le saisit au collet et le lança dans les airs avec une force irrésistible. Cependant, il eut encore le temps d'apercevoir par-dessous la porte la voiture qui était enlevée en l'air par 4 chevaux ailés. À ce moment, M. Pointu s'éveilla. « Le ciel, se disait-il en lui-même, n'est pas tout à fait semblable à la terre, et il y a bien des choses qu'on y croirait mauvaises et qui sont bonnes au fond. Mais malgré tout, qui pourrait voir de sang-froid atteler des chevaux des 2 côtés opposés d'une voiture? Ils avaient des ailes, soit, mais je ne l'avais jamais vu d'abord. Et en tout cas, c'est une fière sottise que de donner 2 ailes à des chevaux qui ont déjà 4 jambes. Mais il faut que je me lève. Autrement, tout irait de travers ici. C'est bien heureux, en vérité, que décidément je ne sois pas mort. » Le lièvre et le hérisson. Cette histoire, enfant, va vous paraître un mensonge, et pourtant elle est vraie. Car mon grand-père, de qui je la tiens, ne manquait jamais, quand il me la racontait, d'ajouter « Il faut pourtant qu'elle soit vraie. Sans cela, on ne la raconterait pas. » Voici l'histoire telle qu'elle s'est passée. C'était dans une matinée d'été, pendant le temps de la moisson, précisément quand le sarrasin est en fleurs. Le soleil brillait dans le ciel, le vent du matin soufflait sur les blés, les alouettes chantaient dans l'air, les abeilles bourdonnaient dans le sarrasin, et les gens se rendaient à l'église dans leur toilette du dimanche. Et toutes les créatures étaient en joie, et le hérisson aussi. Mais le hérisson se tenait devant sa porte. Il avait les bras croisés, regardait couler le temps et chantait sa petite chanson, ni mieux ni plus mal que ne chante un hérisson par une belle matinée de dimanche. Tandis qu'il chantait ainsi à mi-voix, il eut l'idée assez hardie, vraiment, pendant que sa femme lavait et habillait les enfants, de faire quelques pas dans la plaine et d'aller voir comment poussaient ses navets. Les navets étaient tout près de sa maison, et il était dans l'habitude d'en manger, lui et sa famille. Aussi le regardait-il comme lui appartenant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le hérisson ferma la porte derrière lui et se mit en route. Il était à peine hors de chez lui et il allait justement tourner un petit buisson qui bordait le champ où étaient les navets, quand il rencontra le lièvre, qui était sorti dans une intention toute semblable pour aller visiter ses choux. Quand le hérisson aperçut le lièvre, il lui souhaita amicalement le bonjour. Mais le lièvre, qui était un grand personnage à sa manière, et de plus très fier de son naturel, ne rendit pas le salut au hérisson, mais lui dit, et d'un air extrêmement moqueur, « Comment se fait-il que tu cours comme cela les champs par une si belle matinée ?»« Je vais me promener, dit le hérisson. »« Te promener, dit en riant le lièvre. Il me semble qu'il te faudrait pour cela d'autres jambes. » Cette réponse déplut extraordinairement au hérisson, car il ne se fâchait jamais, excepté quand il était question de ses jambes précisément parce qu'il les avait torses de naissance. « Tu t'imagines peut-être, dit-il le lièvre, que tes jambes valent mieux que les miennes ? » « Je m'en flatte, dit le lièvre. « C'est ce qu'il faudrait voir, repartit le hérisson. Je parie que si nous courons ensemble, je courrai mieux que toi. »« Avec tes jambes torses, tu veux te moquer, dit le lièvre. Mais soit, je le veux bien, si tu en as tant d'envie.
Que gagerons-nous ? Un beau louis d'or et une bouteille de brandevin, dit le hérisson. Accepté, dit le lièvre. Top, et nous pouvons en faire l'épreuve sur le champ. Non, cela n'est pas si pressé, dit le hérisson. Je n'ai encore rien pris ce matin. Je veux d'abord rentrer chez moi et manger un morceau. Dans une demi-heure, je serai au rendez-vous. Le lièvre y consent et le hérisson s'en va. En chemin, il se disait « Le lièvre se fie à ses longues jambes, mais je lui jouerai un tour. Il fait son important, mais ce n'est qu'un sot, et il le paiera. » En arrivant chez lui, le hérisson dit donc à sa femme « Femme, habille-toi vite, il faut que tu viennes au champ avec moi. »« Qu'y a-t-il donc ?» dit la femme. « J'ai parié avec le lièvre un beau louis d'or et une bouteille de brandevin que je courrai mieux que lui, et il faut que tu sois de la partie. »« Bon Dieu, mon homme, dit du haut de sa tête la femme au hérisson, es-tu dans ton bon sens ou as-tu perdu la cervelle? Comment prétends-tu lutter à la course avec le lièvre? » Silence, ma femme, dit le hérisson, c'est mon affaire. Ne te mêle pas de ce qui regarde les hommes. Marche, habille-toi et partons ensemble. Que pouvait faire la femme du hérisson? Il fallait bien obéir, qu'elle en eût envie ou non. Comme ils cheminaient ensemble, le hérisson dit à sa femme « Fais bien attention à ce que je vais te dire. Nous allons courir dans cette grande pièce de terre que tu vois. Le lièvre court dans un sillon et moi dans l'autre. Nous partirons de là-bas. Tu n'as qu'à te tenir caché dans le sillon et quand le lièvre arrivera près de toi, tu te montreras à lui en criant « Me voilà !» Tout en disant cela, ils étaient arrivés. Le hérisson marqua à sa femme la place qu'elle devait tenir et il remonta le champ. Quand il fut au bout, il y trouva le lièvre qui lui dit « Allons-nous courir ?»« Sans doute, reprit le hérisson. En route donc. » Et chacun se plaça dans son sillon. Le lièvre dit « 1, 2, 3 » et partit comme un tourbillon, arpentant le terrain. Le hérisson fit 3 pas à peu près, puis se tapit dans le sillon et y demeura quoi. Quand le lièvre fut arrivé à de grandes enjambées au bout de la pièce de terre, la femme du hérisson lui cria « Me voilà !» Le lièvre fut tout étonné et s'émerveilla fort. Il croyait bien entendre le hérisson lui-même, car la femme ressemblait parfaitement à son mari. Le lièvre dit « Le diable est là pour quelque chose !» Il cria « Recommençons, encore une course !» Et il courut encore, partant ainsi qu'un tourbillon, si bien que ses oreilles volaient au vent. La femme du hérisson ne bougea pas de sa place. Quand le lièvre arriva à l'autre bout du champ, le hérisson lui cria « Me voilà !» Le lièvre, tout hors de lui, dit « Recommençons, courons encore !»« Je ne dis pas non, » reprit le hérisson. « Je suis prête à continuer tant qu'il te plaira. » Le lièvre courut ainsi 73 fois de suite, et le hérisson soutint la lutte jusqu'à la fin. Chaque fois que le lièvre arrivait à un bout ou à l'autre du champ, le hérisson ou sa femme disait toujours « Me voilà !» À la 74e fois, le lièvre ne put achever. Au milieu des champs, il roula à terre. Le sang lui sortait par le cou et il expira sur la place. Le hérisson prit le louis d'or qu'il avait gagné et la bouteille de brandevin. Il appela sa femme pour la faire sortir de son sillon. Tous deux rentrèrent très contents chez eux, et s'ils ne sont pas morts depuis, ils vivent encore. C'est ainsi que le hérisson, dans la lande de Buxtehude, courut si bien qu'il fit mourir le lièvre à la peine. Et depuis ce temps-là, aucun lièvre ne s'est avisé de défier à la course un hérisson de Buxtehude. La morale de cette histoire, c'est d'abord que nul, si important qu'il s'imagine être, ne doit s'aviser de rire aux dépens d'un plus petit, fût-ce un hérisson. Et secondement, qu'il est bon, si vous songez à prendre une femme, de la prendre dans votre condition et toute semblable à vous. Si donc vous êtes hérisson, ayez bien soin que votre femme soit hérissonne, et de même pour toutes les espèces. La tombe. Un riche fermier était un jour devant sa porte, considérant ses champs et ses jardins. La plaine était couverte de ses moissons et ses arbres étaient chargés de fruits. Le blé des années précédentes encombrait tellement ses greniers que les poutres des planchers cédaient sous le poids. Ses étables étaient pleines de bœufs à l'engrais, de vaches grasses et de chevaux reluisants de santé. Il entra dans sa chambre et jeta les yeux sur le coffre-fort dans lequel il enfermait son argent. Mais comme il était absorbé dans la contemplation de ses richesses, il crut entendre une voix qui lui disait « Avec tout cet or, as-tu rendu heureux ceux qui t'entouraient?
As-tu songé à la misère des pauvres? As-tu partagé ton pain avec ceux qui avaient faim? T'es-tu contenté de ce que tu possédais et n'en as-tu jamais envié davantage? Son cœur n'hésita pas à répondre. J'ai toujours été dur et inexorable. Je n'ai jamais rien fait pour mes parents ni pour mes amis. Je n'ai jamais songé à Dieu, mais uniquement à augmenter mes richesses. J'aurais possédé le monde entier, que je n'en aurais pas encore eu assez. Cette pensée l'effraya, et les genoux lui tremblaient si fort qu'il fut contraint de s'asseoir. En même temps, on frappa à la porte. C'était un de ses voisins, un pauvre homme, chargé d'enfants qu'il ne pouvait plus nourrir. Je sais bien, pensait-il, que mon voisin est encore plus dur qu'il n'est riche. Sans doute il me repoussera, mais mes enfants me demandent du pain. Je vais essayer. Il dit au riche: Vous n'aimez pas à donner, je ne l'ignore pas, mais je m'adresse à vous en désespoir de cause. Comme un homme qui va se noyer saisit toutes les branches. Mes enfants ont faim, prêtez-moi 4 boisseaux de blé. Un rayon de pitié fondit pour la première fois les glaces de ce cœur avare. Je ne t'en prêterai pas 4 boisseaux, répondit-il. Je t'en donnerai 8, mais à une condition. Laquelle? Demanda le pauvre. C'est que tu passeras les 3 premières nuits après ma mort à veiller sur ma tombe. La commission ne souriait guère au pauvre homme, mais dans le besoin où il était, il aurait consenti à tout. Il promit donc et emporta le blé avec lui. Il semblait que le fermier eût prévu l'avenir, car 3 jours après, il mourut subitement et personne ne le regretta. Quand il fut enterré, le pauvre homme se souvint de sa promesse. Il aurait bien voulu s'en dispenser, mais il se dit: Cet homme a été généreux envers moi. Il a nourri mes enfants de son pain. D'ailleurs, j'ai donné ma parole et je dois la tenir. À la chute du jour, il alla dans le cimetière et s'établit sur la tombe. Tout était tranquille. La lune éclairait les tombeaux et de temps à autre, un hibou s'envolait en poussant des cris funèbres. Au lever du soleil, il rentra chez lui sans avoir couru aucun danger et la seconde nuit se passa de même. Le soir du 3e jour, il sentit une secrète appréhension, comme s'il allait se passer quelque chose de plus. En entrant dans le cimetière, il aperçut le long du mur un homme d'une 40aine d'années, au visage balafré et aux yeux vifs et perçants, enveloppé dans un vieux manteau sous lequel on voyait passer seulement de grandes bottes de cavalier. « Que cherchez-vous ici » lui cria le paysan. « N'avez-vous pas peur dans ce cimetière ?»« Je ne cherche rien, » répondit l'autre. « Mais de quoi aurais-je peur? Je suis un pauvre soldat congédié et je vais passer la nuit ici, parce que je n'ai pas d'autre gîte. »« Eh bien, dit le paysan, puisque vous n'avez pas peur, venez m'aider à garder cette tombe. »« Volontiers, » répondit le soldat. « Monter la garde, c'est mon métier. Restons ensemble, nous partagerons le bien comme le mal qui se présentera. » Ils s'assirent tous deux sur le tombeau. Tout resta tranquille jusqu'à minuit. À ce moment, on entendit dans l'air un coup de sifflet aigu, et les 2 gardiens virent devant eux le diable en personne. « Hors d'ici, canaille !» leur cria-t-il. « Ce mort m'appartient, je vais le prendre, et si vous ne décampez au plus vite, je vous tords le cou. »« Seigneur à la plume rouge, » lui répondit le soldat, « vous n'êtes pas mon capitaine, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, et vous ne me ferez pas peur. Passez votre chemin, nous restons ici. » Le diable pensa qu'avec de l'argent, il viendrait à bout de ces 2 misérables, et prenant un ton plus doux, il leur demanda tout familièrement si, moyennant une bourse pleine d'or, ils ne consentiraient pas à s'éloigner. « À la bonne heure, » reprit le soldat. « Voilà qui est parlé, mais une bourse d'or ne nous suffit pas. Nous ne quitterons la place que si vous nous donnez de quoi remplir une de mes bottes. »« Je n'ai pas sur moi ce qu'il faut, » dit le diable, « mais je vais en aller chercher. Dans la ville ici près demeure un usurier de mes amis qui m'avancera volontiers la somme. » Quand le diable fut parti, le soldat tira sa botte gauche en disant: « Nous allons lui jouer un tour de vieille guerre, compère. Compère, donnez-moi votre couteau. » Il coupa la semelle de la botte et posa la tige toute dressée dans les hautes herbes contre une tombe voisine. « Tout va bien, dit-il. Maintenant, le noir ramoneur peut revenir. » Ils n'attendirent pas longtemps. Le diable arriva avec un petit sac d'or à la main. « Versez, dit le soldat, en haussant un peu la botte, mais ce ne sera pas assez. » Le malin vida le sac, mais l'or tomba par terre et la botte resta vide.
Imbécile, lui cria le soldat, cela ne suffit pas, je te l'avais bien dit. Retourne en chercher et rapporte-en davantage. Le diable partit en secouant la tête et revint au bout d'une heure avec un bien plus gros sac sous le bras. Voilà qui vaut mieux, dit le soldat, mais je doute que cela remplisse encore la botte. L'or tomba en résonnant, mais la botte resta vide. Le diable s'en assura lui-même en y regardant avec des yeux ardents. « Quels effrontés mollets as-tu donc » s'écria-t-il en faisant la grimace. « Voudrais-tu, répliqua le soldat, me voir un pied de bouc comme le tien ? Depuis quand es-tu devenu avare ? Allons, va chercher d'autres sacs, ou sinon, pas d'affaire entre nous. » Le maudit s'éloigna encore. Cette fois, il resta plus longtemps absent, et quand il revint à la fin, il pliait sous le poids d'un sac énorme qu'il portait sur son épaule. Il eut beau le vider dans la botte, elle se remplit moins que jamais. La colère le prit, et il allait arracher la botte des mains du soldat, quand le premier rayon du soleil levant vint éclairer le ciel. À l'instant même, il disparut, en poussant un grand cri. La pauvre âme était sauvée. Le paysan voulait partager l'argent, mais le soldat lui dit « Donne ma part aux pauvres. Je vais aller chez toi, et avec le reste, nous vivrons paisiblement ensemble, tant qu'il plaira à Dieu. » L'ours et le roitelet. Un jour, l'ours et le loup se promenaient dans le bois. L'ours entendit le chant d'un oiseau. « Frère loup, demanda-t-il, quel est ce beau chanteur ? » « C'est le roi des oiseaux, répondit le loup. Il faut le saluer. C'était en effet le roitelet. S'il en est ainsi, dit l'ours, sa majesté doit avoir un palais. Fais-le-moi voir. Cela n'est pas si facile que tu penses, répliqua le loup. Il faut attendre que la reine soit rentrée. La reine arriva sur ses entrefaites. Elle et le roi tenaient à leur bec des vermisseaux pour nourrir leurs petits. L'ours les aurait volontiers suivis, mais le loup le retint par la manche en disant « Non, attendons qu'il soit ressorti. » Ils remarquèrent seulement l'endroit où se trouvait le nid et passèrent leur chemin. Mais l'ours n'avait pas de cesse qu'il n'eût vu le palais du roi des oiseaux. Il ne tarda pas à y retourner. Le roi et la reine étaient absents. Il risqua un coup d'œil et vit 5 ou 6 petits couchés dans le nid. « Est-ce là le palais ?» s'écria-t-il. « C'est un triste palais. Et pour vous, vous n'êtes pas des fils de rois, mais d'ignobles petites créatures. » Les petits roitelets furent très courroucés en entendant cela, et ils crièrent de leur côté. « Non, ours, nous ne sommes pas ce que tu dis. Nos parents sont nobles. Tu paieras cher cette injure. » À cette menace, l'ours et le loup, pris de peur, se réfugièrent dans leur trou. Mais les petits roitelets continuaient à crier et à faire du bruit. Ils dirent à leurs parents qui leur rapportaient à manger « L'ours est venu nous insulter. Nous ne bougerons pas d'ici et nous ne mangerons pas une miette jusqu'à ce que vous ayez rétabli notre réputation. »« Soyez tranquilles, leur dit le roi. Votre honneur sera réparé. » Et, volant avec la reine jusqu'au trou de l'ours, il lui cria « Vieux grognard, pourquoi as-tu insulté mes enfants ? Il t'en cuira, car nous allons te faire une guerre à mort. » La guerre était déclarée. L'ours appela à son secours l'armée des quadrupèdes, le bœuf, la vache, l'âne, le cerf, le chevreuil et tous leurs pareils. De son côté, le roitelet convoqua tout ce qui vole dans les airs, non seulement les oiseaux, grands et petits, mais encore les insectes ailés, tels que mouches, cousins, abeilles et frelons. Comme le jour de la bataille approchait, le roitelet envoya des espions pour savoir quel était le général de l'armée ennemie. Le cousin était le plus fin de tous. Il vola dans le bois à l'endroit où l'ennemi se rassemblait et se cacha sous une feuille d'un arbre auprès duquel on délibérait. L'ours appela le renard et lui dit « Compère, tu es le plus rusé de tous les animaux. C'est toi qui seras notre général. »« Volontiers, dit le renard. Mais de quel signal conviendrons-nous » Personne ne dit mot. « Eh bien, continua-t-il, j'ai une belle queue, longue et touffue comme un panache rouge. Tant que je la tiendrai levée en l'air, les choses iront bien et vous marcherez en avant. Mais si je la baisse par terre, ce sera le signal de « sauf qui peut ». Le cousin, qui avait bien écouté, revint raconter tout de point en point au roitelet.
Au lever de l'aurore, les quadrupèdes accoururent sur le champ de bataille en galopant si fort que la terre en tremblait. Le roitelet apparut dans les airs avec son armée qui bourdonnait, criait, volait de tous côtés de façon à donner le vertige. On s'attaqua avec fureur. Mais le roitelet dépêcha le frelon, avec ordre de se planter sous la queue du renard et de le piquer de toutes ses forces. Au premier coup d'aiguillon, le renard ne put s'empêcher de faire un bond, mais en tenant toujours sa queue en l'air. Au second, il fut contraint de la baisser un instant, mais au troisième, il n'y put plus tenir, et il la serra entre ses jambes en poussant des cris perçants. Les quadrupèdes, voyant cela, crurent que tout était perdu, et commencèrent à s'enfuir, chacun dans son trou, et ainsi les oiseaux gagnèrent la bataille. Le roi et la reine volèrent aussitôt à leur nid, et s'écrièrent « Nous sommes vainqueurs, enfants, buvez et mangez joyeusement !» « Non, dirent les enfants, il faut d'abord que l'ours vienne nous faire des excuses et déclarer qu'il reconnaît notre noblesse. » Le roitelet vola donc au trou de l'ours et lui dit « Vieux grognard, tu vas venir faire des excuses devant le nid de mes enfants et leur déclarer que tu reconnais leur noblesse. Autrement, gare à tes côtes. » L'ours effrayé arriva en rampant et fit les excuses demandées. Alors, enfin, les petits roitelets furent apaisés et ils festinèrent gaiement toute la soirée. Les musiciens de la ville de Brême. Un homme avait un âne qu'il avait servi fidèlement pendant de longues années, mais dont les forces étaient à bout, si bien qu'il devenait chaque jour plus impropre au travail. Le maître songeait à le dépouiller de sa peau, mais l'âne, s'apercevant que le vent soufflait du mauvais côté, s'échappa et prit la route de Brême. Là, se disait-il, je pourrais devenir musicien de la ville. Comme il avait marché quelque temps, il rencontra sur le chemin un chien de chasse qui jappait comme un animal fatigué d'une longue course. « Qu'as-tu donc à japper de la sorte, camarade ?» lui dit-il. « Ah !» répondit le chien, « parce que je suis vieux, que je m'affaiblis tous les jours et que je ne peux plus aller à la chasse, mon maître a voulu m'assommer. Alors, j'ai pris la clé des champs. Mais comment ferai-je pour gagner mon pain ?»« Eh bien, dit l'âne, je vais à Brême pour m'y faire musicien de la ville. Viens avec moi et fais-toi aussi recevoir dans la musique. Je jouerai du luth et toi, tu sonneras les timbales. » Le chien accepta et ils suivirent leur route ensemble. À peu de distance, ils trouvèrent un chat couché sur le chemin et faisant une figure triste comme une pluie de 3 jours. « Qu'est-ce donc qui te chagrine, vieux frise-moustache ?» lui dit l'âne. « On n'est pas de bonne humeur quand on craint pour sa tête, » répondit le chat. « Parce que j'avance en âge, que mes dents sont usées et que j'aime mieux rester couché devant le poêle et filer mon rouet que de courir après les souris, ma maîtresse a voulu me noyer. Je me suis sauvé à temps, mais maintenant que faire et où aller ? Viens avec nous à Brême, tu t'entends fort bien à la musique nocturne, tu te feras comme nous, musicien de la ville. » Le chat goûta la vie et partit avec eux. Nos vagabonds passèrent bientôt devant une cour sur la porte de laquelle était perché un coq qui criait du haut de sa tête. « Tu nous perces la moelle des os, dit l'âne. Qu'as-tu donc à crier de la sorte ? » J'ai annoncé le beau temps, dit le coq, car c'est aujourd'hui le jour où Notre-Dame a lavé les chemises de l'enfant Jésus et où elle doit les sécher. Mais comme demain dimanche on reçoit ici à dîner, la maîtresse du logis est sans pitié pour moi. Elle a dit à la cuisinière qu'elle me mangerait demain en potage, et ce soir, il faudra me laisser couper le cou. Aussi, criai-je de toute mon haleine pendant que je respire encore. « Bon, dit l'âne, crête rouge que tu es, viens plutôt à Brême avec nous. Tu trouveras partout mieux que la mort, tout au moins. Tu as une bonne voix, et quand nous ferons de la musique ensemble, notre concert aura une excellente façon. » Le coq trouva la proposition de son goût et ils détalèrent tous les 4 ensemble. Ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême le même jour. Ils arrivèrent le soir dans une forêt où ils comptaient passer la nuit. L'âne et le chien s'établirent sous un grand arbre, le chat et le coq y grimpèrent. Et même le coq prit son vol pour aller se percher tout au haut, où il se trouverait plus en sécurité. Avant de s'endormir, comme il promenait son regard aux 4 vents, il lui sembla qu'il voyait dans le lointain une petite lumière. Il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison à peu de distance, puisqu'on apercevait une clarté. « S'il en est ainsi, dit l'âne, délogeons et marchons en hâte de ce côté, car cette auberge n'est nullement de mon goût. » Le chien ajouta. « En effet,
Quelques os avec un peu de viande ne me déplairaient pas. Ils se dirigèrent donc vers le point d'où partait la lumière. Bientôt ils la virent briller davantage et s'agrandir, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivèrent en face d'une maison de brigands parfaitement éclairée. L'âne, comme le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda en dedans du logis. « Que vois-tu là, Grison ?» lui demanda le coq. « Ce que je vois, » dit l'âne, « une table chargée de mets et de boissons, et alentour des brigands qui s'en donnent à cœur joie. »« Ce serait bien notre affaire, » dit le coq. « Oui, certes, » reprit l'âne. « Ah, si nous étions là !» Ils se mirent à rêver sur le moyen à prendre pour chasser les brigands. Enfin, ils se montrèrent. L'âne se dressa d'abord en posant ses pieds de devant sur la fenêtre. Le chien monta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le chien, le coq prit son vol et se posa sur la tête du chat. Cela fait, ils commencèrent ensemble leur musique à un signal donné. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler, le coq à chanter, puis ils se précipitèrent par la fenêtre dans la chambre, en enfonçant les carreaux qui volèrent en éclats. Les voleurs, en entendant cet effroyable bruit, se levèrent en sursaut, ne doutant pas qu'un revenant n'entrât dans la salle, et se sauvèrent tout épouvantés dans la forêt. Alors, les 4 compagnons s'assirent à table, s'arrangèrent de ceux qui restaient, et mangèrent comme s'ils avaient dû jeûner un mois. Quand les 4 instrumentistes eurent fini, ils éteignirent les lumières et cherchèrent un gîte pour se reposer, chacun selon sa nature et sa commodité. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans le foyer près de la cendre chaude, le coq sur une solive. Et comme ils étaient fatigués de leur longue marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Après minuit, quand les voleurs aperçurent de loin qu'il n'y avait plus de clarté dans leur maison et que tout y paraissait tranquille, le capitaine dit « Nous n'aurions pas dû pourtant nous laisser ainsi mettre en déroute. » Et il ordonna à un de ses gens d'aller reconnaître ce qui se passait dans la maison. Celui qui l'envoyait trouva tout en repos. Il entra dans la cuisine et voulut allumer de la lumière. Il prit donc une allumette, et comme les yeux brillants et enflammés du chat lui paraissaient 2 charbons ardents, il en approcha l'allumette pour qu'elle prît feu. Mais le chat n'entendait pas raillerie. Il lui sauta au visage et l'égratigna en jurant. Saisi d'une horrible peur, l'homme courut vers la porte pour s'enfuir. Mais le chien qui était couché tout auprès s'élança sur lui et le mordit à la jambe. Comme il passait dans la cour à côté du fumier, l'âne lui détacha une ruade violente avec ses pieds de derrière, tandis que le coq, réveillé par le bruit et déjà tout alerte, criait du haut de sa solive « Kikariki !» Le voleur courut à toutes jambes vers son capitaine et dit « Il y a dans notre maison une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a égratigné la figure avec ses longs doigts. Devant la porte est un homme armé d'un couteau dont il m'a piqué la jambe. Dans la cour se tient un monstre noir qui m'a assommé d'un coup de massue. Et au haut du toit est posé le juge qui criait « Amenez devant moi ce pandard !» Aussi me suis-je mis en devoir de m'esquiver. Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison, et les 4 musiciens de Brême s'y trouvèrent si bien qu'ils n'en voulurent plus sortir.
et bienvenue sur le dernier vlog lecture sur contes choisis des frères Grimm. On a commencé avec les vagabonds. Ouais, enfin ça fait... les vagabonds, c'est le coq et la poule et qui ont fait une espèce de charrette là et qui ont été hébergés chez un tailleur qu'ils ont un petit peu emmerdé à la mode de Monsieur Collignon dans Amélie Poulain, si vous vous souvenez de cette scène-là. Ouais, c'est rigolo, c'est pour les gars. Enfin, je dirais que c'est pour les enfants, mais après, j'ai pas trouvé ça transcendant. Mais c'était sympa à lire, hein. Mais c'était pas mon préféré. Le jeune géant, j'ai plutôt bien aimé. Donc là, c'est un petit garçon grand comme un pouce qui a été enlevé par un géant, nourri par lui, et qui est devenu très grand et très fort. Ce que je trouve bizarre en fait dans le truc là, c'est que quand il part en apprentissage, au final, ils disent bah, je veux pas de mes gages, je veux pouvoir te frapper. Il dit ça à son maître, le forgeron, puis le valet de ferme. Et je trouvais ça assez étrange. J'ai un peu de mal à savoir pourquoi il ne veut pas d'argent et pourquoi il veut frapper les gens. Donc je sais pas si... Je pense que c'est un conte qui n'a pas spécialement de morale non plus. Mais après il y avait un aspect comique parce que comme il a expédié en l'air le fermier et la fermière, ça conclut par et ils continuèrent à flotter dans l'air sans parvenir à se rejoindre. Et peut-être y flotte-t-il encore. Donc je sais pas trop. Je suis assez... Après, il a délivré un moulin aussi où il y avait un aspect un petit peu creepy avec juste des doigts qui sont visibles et qui servent le souper ou qui mangent des trucs comme ça. Et il y avait une espèce de malédiction sur le moulin à vent, donc dont le géant en fait s'est débarrassé. Mais au final, je sais pas trop. Est-ce qu'ils essayent dans ce conte-là de valoriser la force plutôt que l'avarice, entre guillemets, enfin plutôt que l'appât du gain. Je sais pas trop. J'ai bien aimé, hein. Il était sympa comment dire, il était sympa à lire, mais j'ai du mal à l'interpréter. Je suis fatiguée aussi, hein. J'ai un peu de mal à dormir ces temps-ci, donc je suis un peu fatiguée. Ensuite, on avait Monsieur Pointu. Celui-là, j'ai bien aimé. Il était marrant. Monsieur Pointu, c'est le monsieur qui critique tout. Tout. Et qui, du coup, au final, et ça je trouve qu'on n'a pas forcément dans les contes, donc c'est le monsieur qui critique tout, qui rêve un jour qu'il est mort et qu'il va au paradis, on lui dit tu critiques rien, il se met quand même à critiquer des trucs et compagnie, et du coup il se fait dégager du paradis. Et au final, il y a une évolution de personnage, alors que... Enfin, on va dire, généralement dans les contes, ou du moins ceux que j'ai lus, les personnages, ils restent assez, pas forcément plats, mais ils sont linéaires. Il n'y a pas vraiment, pas forcément d'évolution chez les personnages de contes qui ne sont pas caractérisés et qui sont archétypaux. Et là, je trouve qu'il y en a une, parce qu'au final, il se dit que déjà, bah, il y a des trucs qu'il ne savait pas au paradis, comme par exemple qu'il y avait des chevaux qui avaient des ailes, ce qui faisait qu'on attelait différemment un attelage avec des chevaux qui marchent ou avec des chevaux qui volent. Et ça, il ne le sait pas. Donc, il reconnaît son ignorance, mais tout le monde serait ignorant à ce sujet-là. Et en fait, il fait que reconnaître qu'il a son ignorance. Je suis en train de relire la fin. Parce qu'il dit... C'est une fière sottise que de donner 2 ailes à des chevaux qui ont déjà 4 jambes. Donc déjà là, il critique Dieu. J'imagine que c'est Dieu. Et il continue en disant « Mais il faut que je me lève, autrement tout irait de travers ici. C'est bien heureux en vérité que décidément je ne sois pas mort. » Au final, j'ai l'impression qu'il a fait une boucle. Donc oui, il a appris qu'il pouvait être ignorant, mais... Bah, au final, je pense qu'il va continuer à tout savoir mieux que tout le monde, etc.
Alors, l'histoire du lièvre et du hérisson, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai moins aimé la morale à la fin, parce qu'il y avait vraiment une morale écrite. Mais le côté, le lièvre qui est un peu fier, qui se fait mener en bateau par le hérisson et sa femme. Le truc qui est un petit peu triste, c'est que le lièvre, en fait, il meurt. Et puis, tout tranquille, le hérisson lui fait les poches parce qu'il a gagné le pari. Et à la fin, ça, j'ai pas trop aimé. Bon, après, je pense que en recontextualisant dans l'époque où les Grimm ont sorti cette histoire-là, la morale de cette histoire, c'est d'abord que nul, si important qu'il s'imagine être, ne doit s'aviser de rire aux dépens d'un plus petit, fût-ce un hérisson. Fût-ce un hérisson. Et secondement, qu'il est bon, si vous songez à prendre une femme, de la prendre dans votre condition et toute semblable à vous. Si donc vous êtes hérisson, ayez bien soin que votre femme soit hérissonne, et de même pour toutes les espèces. Alors là, je pense que là, en fait, c'est ne vous mariez pas en dehors de votre classe sociale. Les fermiers avec les fermiers, les universitaires, ce qui était Grimm avec les universitaires, etc. Ne sortez pas de votre classe sociale. Ça, j'aime un peu moins. Parce que, bon, après, on est sur un conte, évidemment, mais j'ai du mal à voir la portée de cette morale-là. Mais enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Ensuite, nous avions la tombe. Alors, moi, j'aime bien quand il y a des créatures fantastiques, en fait, dans les contes. C'est pour ça que le géant, je trouvais ça sympa. Il y a pas mal de contes avec des géants. Il y en a bien 3 ou 4, je pense, sur les 40. Et là, on a le diable. Et j'ai l'impression que très souvent chez les Grimm, je dis très souvent, j'ai juste lu un recueil, hein. Mais souvent chez les Grimm, le diable, il se fait rouler. Et là, le diable se fait rouler en beauté par le soldat. Et il y a le fait aussi il y a l'âme de celui qui a amassé des richesses, qui est libéré, et tant mieux pour lui. Le diable qui s'est fait rouler. On a un soldat qui montre qu'il est astucieux, qu'il n'a pas peur et compagnie, et qui répond au diable. Il lui dit qu'il n'est pas son capitaine, qu'il n'a pas à lui obéir, et il sabote, entre guillemets, sa botte pour que l'or se déverse. Et le diable, il doit être un peu con parce que il n'a rien vu. Mais j'ai trouvé ça sympa. Et à la fin, le soldat dit « Donne ma part aux pauvres ». Donc ça, ok, truc chrétien, il n'y a pas de souci. « Je vais aller chez toi et avec le reste, nous vivrons paisiblement ensemble tant qu'il plaira à Dieu. » Et il me semble que... Oui, l'autre, c'est un pauvre fermier qui a plein d'enfants. Et je trouvais ça assez mignon, le côté... moi, je vois ça un peu côté coloc, ou côté peut-être aussi, toi maintenant, comme tu as plein de richesses, et le soldat demande aux fermiers pauvres de donner la part du soldat aux pauvres. Et ça, je trouve intéressant parce que est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'expiation des péchés de ce qu'il a pu faire J'aime bien aussi la figure du soldat dans les contes de Grimm, il y en a plusieurs comme ça, où ils sont astucieux, ils ont du courage, après c'est un petit peu leur boulot, hein, vous me direz. Alors l'ours et le roi Telé ensuite, c'était sur la question de la réputation. Et bon, c'était assez marrant. Mais donc ça m'a fait marrer parce que en gros les petits piafs, c'est ah ben non, tant que l'ours il donne pas ses excuses, ou enfin tant que notre réputation elle est pas rétablie, on mange pas. Donc c'est des bébés quand même, enfin c'est des petits, non c'est des petits parce qu'ils parlent, c'est pas des bébés, les bébés ils savent parler. Après vous me direz, des jeunes piafs c'est pas censé parler non plus, mais je suis fatiguée. Mais je trouve ça intéressant aussi dans les livres, c'est généralement des livres classiques, quand il y a des questions de réputation. Je pense notamment au Bridgerton, bon là on est dans la romance historique, où c'est clairement beaucoup plus de la romance avec un décor historique dans le fond, histoire de faire joli. Mais bon, non, là je suis mauvaise langue. Le côté historique, il va plus se dérouler dans le quotidien que dans la grande histoire avec un grand H,
dans cet univers-là. Et bref, c'est un univers où la réputation est très importante. Et j'aime bien comment c'est fait dans cet univers-là. Et les questions de réputation, j'ai pu pas mal les trouver, enfin dans les 2 livres que j'ai lus le plus récemment de Jane Austen, à savoir Raison et sensibilité et Orgueil et préjugés, la question de la réputation est très importante aussi. J'ai pas spécialement de souvenirs dans Jane Eyre ou Léo de Hurlevent d'avoir lu des trucs comme ça. Dans Manon Lescaut, c'est très présent, la question de la réputation, autant de la femme que de l'homme d'ailleurs. Avec un homme qui est d'une bonne famille et qui est plutôt riche, mais c'est un second, troisième ou quatrième fils, donc c'est pas grand-chose entre guillemets dans la fratrie. Il aura droit à pas grand-chose. Et il tombe éperdument amoureux d'une femme qui est plutôt pauvre et qui, elle, en fait, pour survivre, se disait bon bah je suis belle, je serai courtisane, c'est pas grave. Si j'arrive pas à être une épouse, je serai une courtisane. Donc au niveau moralité déjà, il y a une grande différence entre les deux, puis elle est plus maligne quand même. Mais il y avait vraiment cette question de réputation aussi, où lui il perd complètement les pédales avec être amoureux de Manon Lescaut, où on a quand même une image de femme qui, je pense, est vraiment consciente de son entourage, de la manière dont elle peut évoluer dans la société, de quelle place elle peut obtenir dans la société, et qui du coup est prête à utiliser ses charmes pour bouffer, quoi, pour mettre à manger sur la table. J'allais dire dans le frigo, mais c'était un petit peu anachronique. Mais bref, la question de réputation, je trouve ça intéressant dans les écrits. Peut-être pas les écrits contemporains, quand je dis contemporain, c'est quand ça se passe dans un monde qui nous est contemporain. Là, j'ai pas trop en roman. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que c'est des questions qui me plaisent, moi. Ou moi, par exemple, personnellement, ma réputation, j'en ai pas grand-chose à carrer. Mais je trouve que quand il y a des enjeux, en fait, c'est intéressant. Par exemple, la réputation d'un homme politique ou la réputation de quelqu'un, d'une personnalité qui est publique ou alors s'il y a quelqu'un qui exerce un métier qui est un petit peu très valorisé comme un peu dans le temps les médecins, les avocats, les instituteurs, etc. Où là c'est une question de bad buzz entre guillemets sur un personnage établi comme ça ou un peu en pensée vieille France, on se dit oh là là, c'est quelqu'un qui a un très bon travail quand même, ce monsieur, etc. Et je trouve ça intéressant. Donc si vous avez des exemples en tête de livres qui se passent aujourd'hui ou au XXe siècle avec des questions de réputation, n'hésitez pas à me le dire, j'ai rien qui me vient là à la vôtre. Et en dernier, nous avons lu Les musiciens de la ville de Brême. Je me souvenais qu'il y avait un âne, un chien, un chat, un coq. Je me souvenais pas pourquoi ils partaient. Donc c'est parce qu'ils étaient vieux et qu'ils risquaient de se faire tuer. Ça, c'est des thématiques, le côté la vieillesse qui devient inutile, entre guillemets, ça me touche. Personnellement, j'ai un peu de mal avec ça. Enfin, j'ai un peu de mal. Je n'aime pas ce raccourci-là. Et donc, ils veulent devenir musiciens dans la ville de Brême. Au final, pour partir sur une histoire de cacophonie où ils font peur aux voleurs. C'est pas la première fois qu'on voit des brigands ici. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, les brigands, ils se sont fait rouler dans la farine. Et ridiculiser même. Et je trouve ça intéressant aussi, où on voit des espèces de figures un peu archétypales qui, dans les contes de Grimm, ou donc les contes d'Allemagne de cette époque-là, on a ces figures archétypales du soldat, le tailleur, cordonnier, compagnie, l'avarice, etc. Ça, c'était régulier. Les brigands qui ont toujours un peu le même rôle, ce qui est assez logique au final. J'ai l'impression qu'on a eu... j'essaie de faire un petit récap un peu sur l'ensemble. Il y a quand même quelques poèmes, je trouve, quelques contes qui se ressemblaient. Je vais pas les retrouver, donc je vais pas les citer parce que j'ai oublié, puis je répète, je suis fatiguée.
Mais on avait quelques histoires qui se ressemblaient, donc qui devaient avoir un fond commun. Et ben, je trouvais ça intéressant. Je vais m'arrêter là. J'ai rejeté un œil très rapidement pour les... J'ai un autre recueil de contes qui est court, qui fait 32 pages e-book pour 40 contes, qui s'appelle Contes choisis de la famille, avec des contes qui sont très courts, donc plus courts que ceux qu'on a eu là, où je crois que des fois on pouvait aller sur du 15-20 minutes de lecture pour un conte. Là ça va plutôt être du 5-10 maxi. Grand maxi, hein. Et je pense que je vais les faire en fait par paquet de 10, comme ça c'est fait. Je verrai si je fais un vlog lecture ou pas, s'il y a de quoi faire. Mais j'ai envie de les lire, je trouve ça sympa. Et je pense qu'après, je vais laisser un peu reposer Grimm. Alors, sachant que j'ai 2 autres recueils, c'est les Contes merveilleux de Grimm, qui sont en 2 volumes. Donc, pardon, volume 1, volume 2. Je les lirai, mais plus tard. Je pense qu'après les Grimm, je vais attaquer Andersen et peut-être après Perrault. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça. Après, on ira sur du régional. Puis on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Moi, ça me plaît bien. Franchement, j'aime bien. J'ai une tête de fatiguée. Là, vous avez vu la gueule que j'ai? On est le 23 décembre. Mon Dieu. Oh, j'ai une tête de crevée. Ah, la journée 2023 était fatigante. Non, mais j'ai des soucis de sommeil. Là, je dors de moins en moins. C'est assez chiant. Donc, j'ai une tête de déterré. A tout bientôt, n'hésitez pas à me dire si tout ça, ça vous plaît. Si vous avez des suggestions de lecture, de contes aussi, voire de romans. De romans, là, je commence à avoir pas mal d'idées. Bon, allez, je vous laisse. Je vais me coucher. A tout bientôt. Passez de très bonnes fêtes. Au revoir.